Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le général Éric Fraissinet. Je suis conseiller au sein du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, qui est une structure qui a été créée il y a 2 ans maintenant pour piloter la stratégie ministérielle en matière de lutte contre la cybercriminalité. Et je ne suis pas là aujourd'hui pour vous raconter euh, l'organisation de cette structure, mais pour vous parler donc du sujet qui vous amène aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'écho. Oui. Euh, Pierre-Emmanuel a proposé un titre pour mon intervention qui était Penser et agir pour l'autonomie stratégique. Donc je me suis dit, ok, je vais relever le défi et je n'ai pas modifié le titre. Et j'ai essayé de m'inscrire dans la question que vous vous posiez et qui a été introduite à l'instant sous plein d'angles. Moi, je vais prendre un angle que je connais bien d'abord, qui est celui de la lutte contre la cybercriminalité. Essayer de vous dire comment nous, on a agi et quels problèmes aussi on a eu en matière d'autonomie stratégique, justement. Je vais essayer de donner ensuite une définition qui est un problème, enfin, quelque chose qui n'est pas facile, définir l'autonomie stratégique de façon globale. Et puis, je vais vous proposer, en tant qu'observateur, quelques pistes de travail ou pistes de réflexion pour les RSSI dans le champ de la cybersécurité, puisque j'ai la chance d'échanger avec beaucoup d'entre vous sur tous ces sujets-là. Alors, sur le premier point, sur la cybercriminalité, je dirais que les problématiques d'autonomie, on les a vécues dès le début de nos actions de lutte contre la cybercriminalité, puisqu'on a été confronté à une problématique d'outillage. Hein, si on remonte à la fin des années 90, analyser un disque dur, une disquette à l'époque, etc., c'était soit à la main, avec les moyens du bord, soit avec des outils. Et les premiers outils qui ont émergé, c'était des outils qui nous venaient souvent des États-Unis, mais parfois d'autres régions. En matière d'analyse de disques durs, ça a été souvent des outils américains qui étaient des standards du marché. Et puis assez vite, il y a eu des outils européens qui ont émergé. Donc on a comparé et puis nous, on a choisi assez vite un outil allemand qui s'appelle Xways et qui a rempli pas mal de nos objectifs, qui était assez adapté à la façon dont on discutait de la preuve numérique en Europe. Et ça, c'est un des critères qui est important. Il y a parfois des problématiques juridiques ou culturelles sur les approches, y compris les approches techniques, nos besoins en la matière. Et puis, assez vite aussi, on a rencontré des protections, des sécurités rajoutées sur les objets numériques qu'on rencontrait dans les enquêtes judiciaires, le chiffrement, mais aussi des mesures qui bloquent l'accès aux données sur des composants électroniques. Et pour certains supports chiffrés, c'était un produit russe qui était le standard du marché, incontournable. Il fallait l'acheter. Alors déjà, c'était compliqué, il fallait l'importer, etc. Enfin, et pareil pour la téléphonie. Le premier acteur du marché, c'était un acteur israélien que tout le monde connaît. Eux, ils ont toujours un aspect intéressant. C'est quand même des gens qui dialoguent beaucoup avec leurs utilisateurs. Et ce qui était quand même un aspect très positif dans notre métier. Autre exemple plus récent, les outils d'investigation sur la blockchain. Alors certains d'entre vous les connaissent, c'est des outils américains surtout, Chain Analysis, TRM Labs, etc. Là, on commence à avoir un de nos problèmes, c'est que c'est plus des données qui sont chez nous, sur nos ordinateurs, etc. C'est des données qui sont dans le cloud. Donc la blockchain elle-même, elle est à l'extérieur. Mais quand on utilise ces outils-là, les outils sont dans le cloud et les données d'investigation, nos actions sur ces données, elles sont dans le serveur du fournisseur. Et là, on commence à se poser des questions. C'est super parce que ça partage automatiquement des points de vue de différents acteurs, différents investigateurs avec d'autres, mais ça donne de la valeur. Et en fait, là, c'est nous qui devenons le produit
nos investigations donnent de la valeur au produit de celui qui nous le vend. C'est bien, c'est un bon échange, mais ça coûte quand même cher, ces outils-là. On ne s'y retrouve pas forcément. Autre exemple, un peu plus prospectif, les investigations dans le cloud. Un des problèmes qui va devenir de plus en plus courant, faire des copies d'informations stockées dans le cloud, des téraoctets, des pétaoctets de données. On ne va pas télécharger tout ça et mettre sur des disques durs. Il faut les saisir, les mettre sous scellé juridiquement dans le cloud. Est-ce qu'on le fait d'Amazon à Amazon ou est-ce qu'on le fait d'Amazon à quelque chose de plus proche de nous avec une bonne capacité de transfert et puis une maîtrise territoriale du stockage de la donnée? On n'a pas complètement répondu à ça parce que techniquement, ce n'est pas tellement simple. Et puis, il faut faire ça pendant le temps de la perquisition, par exemple, donc avec des contraintes juridiques qui ne sont pas forcément adaptées au temps technique nécessaire pour ce type d'opération. Bah là, on cherche des outils, des méthodes, et on réfléchit à tout ça, on expérimente. Ce qui est très bien, c'est que le droit est assez ouvert, il est neutre technologiquement, mais il nécessite qu'on réfléchisse à ça. Donc ça, c'est les exemples techniques. L'autre dimension, et qui me semble aussi importante que la dimension technique, c'est celui de la coopération, notamment la coopération à l'international. L'autonomie stratégique, c'est pas faire les choses tout seul dans son coin. C'est faire avec les autres, et parce qu'on est tous en cybercriminalité victimes des mêmes groupes ou des mêmes phénomènes à l'international en plus. Et donc, on a développé énormément d'outils hyper efficaces, en Europe notamment. Et l'Europe, en matière de lutte contre la cybercriminalité, a construit son autonomie. Et ça, c'est intéressant à observer. Là où d'autres régions du monde sont balbutiantes, on pourrait presque dire que les États-Unis sont isolés, au sens où ils sont tout seuls dans leur coin et puis ils participent à certaines alliances, mais en réalité, ils n'ont pas d'alliance autour d'eux sur la lutte contre la cybercriminalité. De fait, ils participent à beaucoup de choses, mais ce n'est pas l'acteur central, c'est un acteur important, et c'est Europol, Eurojust, les outils juridiques européens qui permettent les enquêtes dans le plus grand nombre au niveau mondial contre la cybercriminalité aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit émerger d'autres plaques, notamment en Asie, demain en Afrique très certainement, et puis en Amérique du Sud, c'est déjà le cas, de coopération opérationnelle autour d'outils juridiques et autour de vrais contacts humains entre les enquêteurs. Et donc, commencez à réfléchir pour la suite de ma présentation à comment vous pouvez le transposer, vous, dans vos métiers. Ces questions de coopération, donc construire l'autonomie avec les autres et avec qui, et notamment autour de nous. Donc ça m'amène à une première définition au travers de mots-clés, de choses qui me semblent importantes pour déterminer votre autonomie stratégique. Le premier mot-clé, c'est la proximité. Je vous ai donné quelques exemples qui mettent en œuvre des contacts avec des personnes. La proximité, nous, on l'a vécu, alors là, je m'écarte un peu de la cybercriminalité, mais on l'a vécu dans pas mal d'exemples en gendarmerie, quand on a développé des solutions libres ou avec des partenaires industriels pour développer ne serait-ce que la brigade numérique, certains outils de communication, nos outils de rédaction de procédures, et puis notre système d'exploitation sur tous les ordinateurs de la gendarmerie. C'est à chaque fois avec des partenaires de tailles différentes, français ou européens, avec qui on a développé ça. Proximité. Deuxième mot-clé, la maîtrise. C'est important dans tous ces sujets-là de maîtriser ce qui se passe avec nos données, où elles sont stockées, qu'est-ce qu'on en fait. Donc que ce soit des services en SaaS ou des produits qu'on a chez nous et qui vont traiter nos données, c'est important qu'on sache ce qui se passe dedans. En cybercriminalité, c'est essentiel. En plus, nous, on doit expliquer ce qui se passe devant un tribunal ensuite. Donc pour nous, c'est essentiel. Et on verra pour vous en cybersécurité, c'est essentiel de comprendre ce qui se passe, de maîtriser où vont ces données, etc. Donc la maîtrise de ces données. Et du coup, le corollaire, c'est des notions de transparence et de confiance qui permettent d'expliciter un peu tout ça.
Donc proximité, maîtrise, transparence et confiance. Et ensuite, ensemble, l'autonomie, c'est pas tout seul. Et donc, je vous ai développé ça un petit peu, mais à mon sens, c'est essentiel. Et on voit qu'en cybersécurité, en France, c'est beaucoup d'initiatives, alors comme l'Occlusif, mais il y en a plein d'autres, l'Intercert France par exemple, qui permettent de construire ce collectif et qui apportent une réponse à cette autonomie dans nos métiers. Alors, quelques pistes maintenant pour aller vers la fin de mon intervention, de réflexion pour l'autonomie stratégique en cybersécurité. C'est des idées que j'ai rassemblées. Il n'y a pas forcément d'ordre ou de progression, mais sont des exemples de thématiques. Un qui me tient à cœur, c'est celui de la Cyber Threat Intelligence, de l'information sur la menace. Si on remonte à quelques années en arrière, il n'y a pas si longtemps, l'essentiel des acteurs qui possédaient de l'information sur ce qui se passe en France en matière d'incidents cyber ou de cybercriminalité d'ailleurs, c'était des acteurs extra-européens, américains, mais aussi russes. Je ne vais pas donner de nom d'entreprise, hein, mais ça c'est un vrai problème. Non pas parce qu'il faut se méfier d'eux ou parce que ils seraient loin de nous, mais plus sérieusement, comme ils ne nous donnent pas accès à l'intégralité de ces données, donc toute l'information part de vos antivirus, etc., vers ces acteurs externes, ce qui en revient, le partage, les analyses, elles sont faites parfois trop au regard de la culture de ceux qui les analysent. Il y a eu un phénomène intéressant, je parlais des Russes. Le gros acteur russe, il avait recruté pas mal d'Européens, notamment dans ses analystes, et il avait déjà une vision un peu plus intéressante que certains acteurs américains. Stratégie un peu différente. Bon, il se trouve qu'ils ont vécu des difficultés. C'est essentiel de compléter cette vision. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit avoir uniquement une vision française sur la menace. Ça veut dire qu'il faut la compléter, à mon sens. Et donc on doit avoir des acteurs en France, en Europe, etc., qui collectent de la donnée, qui l'analysent pour avoir une vraie autonomie sur ce sujet-là, challenger un petit peu aussi ce qui est dit sur ce qui se passe en France avec une autre vision. Et ça a beaucoup progressé. Et puis d'ailleurs, énormément d'analystes français sont recrutés par les sociétés étrangères. E7 est dans la salle, il y a beaucoup de Français dans les analystes, notamment à Montréal. La proximité, alors c'était un des critères. Nos PME qui vont acquérir des outils de cybersécurité, c'est super hein, qu'on leur vende le truc américain qui est validé dans le bon cadran, etc. Mais s'ils n'ont pas quelqu'un à qui parler qui va leur expliquer vraiment comment ça fonctionne, elles ne vont pas progresser, elles ne vont pas mieux se sécuriser, elles vont mettre une boîte, un logiciel, etc. Il y a quelques semaines, quelques-uns d'entre nous étions aux assises. Moi, j'ai pu parler avec quelques fournisseurs. C'était assez frappant. Un éditeur américain, ceux qui viennent nous vendre les solutions ne les maîtrisent pas. Ce n'est pas les techniciens, ce n'est pas les experts de la solution. Avec des acteurs européens, ils étaient plus en proximité. Ils savaient parler non seulement des problèmes qu'on vit en France et en Europe, mais en plus, on peut parler directement à ceux qui développent les produits. Ça a quand même une vraie valeur ajoutée. Ce n'est pas la solution à tout, mais ça me semble intéressant d'avoir ça comme possibilité, comme moyen de comparaison pour vos besoins en cybersécurité. De façon globale, il est possible qu'on veuille nous imposer une vision juridique ou des bonnes pratiques qui viennent d'un territoire chez nous, qui ne sont pas toujours adaptées ou qui ne prennent pas en compte nos besoins. Je me rappelle de discussions dans un groupe de travail sur les règles de gestion de la confidentialité. On sent que des fois, des solutions qui sont créées par un outil qui vient d'un pays ami, hein, mais qui n'a pas la même vision de ce que c'est que la confidentialité, nous oblige à nous mettre à prendre un chausse-pied un petit peu pour utiliser cet outil-là. C'est pas la bonne solution. Sur le cloud, on voit des tas d'exemples, hein, vous connaissez tous des tas d'exemples de problèmes liés au cloud. Le cloud, en réalité, c'est pas du tout
dans la pratique, décentralisateur, c'est plutôt centralisateur en fait. On l'a vu avec l'incident chez Amazon cette semaine. Il y a plein d'outils mondiaux, hein, globalisés, qui étaient en panne globalement parce qu'il y avait une plateforme d'hébergement aux États-Unis qui avait un problème de configuration technique, la US East One, qui a été beaucoup citée cette semaine. Ça doit nous questionner quand même. Est-ce qu'on doit faire confiance à ces architectures-là ? Il faut au moins qu'on les challenge, tous ces grands acteurs. Ils ont un problème d'architecture et c'est pas parce que c'est dans le cloud que magiquement c'est protégé. La preuve, il y a beaucoup d'incidents. Et puis pour héberger vos solutions de cybersécurité, vos données de cybersécurité, je ne suis pas certain qu'il faille les stocker dans le cloud en ne sachant pas où elles sont, qui y a accès, etc. Alors je ne vous parle pas du Cloud, du Patriot Act, etc. C'est pas tellement ça le questionnement. C'est est-ce que ça va marcher quand on en aura besoin ? Est-ce que je sais qui y a accès parce que c'est des données sensibles ? Voilà. Donc c'est essentiel qu'on maîtrise ça. Ça rejoint ma discussion de tout à l'heure sur le cloud dans les enquêtes judiciaires. C'est les mêmes problèmes qu'on rencontre. S'agissant de la coopération, un petit peu pour conclure cette liste de sujets, moi je pense qu'on doit continuer à tisser les liens forts au niveau français, au niveau européen. On a des associations, c'est surtout ça qui est très fort ici. Il faut qu'on aille plus loin. Un exemple, hein, j'étais mardi à un colloque organisé par l'Institut Polytechnique de Paris avec des chercheurs qui présentaient leurs travaux. Et puis l'idée, c'était d'inviter notamment des industriels. Un certain nombre étaient là. Et puis l'idée, c'est d'établir le dialogue, de rapprocher les gens qui travaillent sur la cybersécurité. Et on va mener des travaux avec le CNRS pour créer des ponts entre les utilisateurs et les chercheurs et multiplier les échanges. N'hésitez pas à y aller, allez au contact, posez vos problèmes opérationnels aux chercheurs, à ceux qui commencent à réfléchir aux solutions de demain. On en a plein en France, on en a énormément en Europe. Il faut s'appuyer là-dessus. Et donc pour conclure sur la recherche, j'ai l'honneur de présider le conseil scientifique de la chaire cyber de l'IHEDN. Un des sujets clés de cette chaire depuis 2 ans, c'est cette question de l'autonomie stratégique. On va notamment traiter des dépendances logicielles, hein, qui sont un vrai sujet de préoccupation pour vous. C'est important. Nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est non pas régler magiquement le problème, hein, ce n'est pas les travaux d'une petite chaire qui vont régler le problème, c'est essayer de comprendre les ressorts de cette dépendance, quels sont les points clés qu'il faut débloquer, essayer de voir là où il faut appuyer pour faire évoluer les choses. Et quand je dis on va apporter qu'une partie de la réponse, c'est forcément en réseau sur tous ces sujets-là qu'on va apporter des réponses. Donc en conclusion, il ne faut pas qu'on ait peur des mots, donc c'est pour ça que je n'ai pas proposé de changer le titre. Et donc l'autonomie stratégique, ça ne concerne pas que la cyberdéfense. Je vous ai démontré que ça concernait la lutte contre la cybercriminalité, un problème plus de terrain en France. Ça vous concerne, vous, sur le champ de la cybersécurité. Et donc les métiers de l'investigation numérique, qui vous aussi vous concernent, hein, quand il y a un incident, essayez de le comprendre, etc. Et puis ça ne nous interdit pas de travailler, de coopérer à l'échelle internationale. Donc l'autonomie, c'est pas travailler tout seul, c'est construire ensemble pour être plus fort, en fait. C'est des mots un peu forts, mais ça me semble essentiel. Et donc n'oubliez pas d'associer à ça le fait de le construire ensemble. Et je pense qu'on a une grosse partie de la réponse à cette question au travers de ces propositions. Voilà. Merci beaucoup.